reçu l'amour en héritage. Un matin, au pays Bonjour à tous. Bonjour, c'est Cassie. Salut Claire. Salut Aurélie. Et d'abord un petit point à tout le monde pour dire qu'on espère que vous allez tous bien, qu'on pense bien à vous. Merci de nous regarder et portez-vous bien. Passez du temps avec des bons films, des bonnes séries et des bons livres. Et aujourd'hui, nous allons passer un moment avec un livre, mais ça va pas être un bon. Ah non, ça va pas être un bon. C'est l'heure du purgatif pour tout le monde. Hein. C'est vraiment... Ouais, c'est la purge, la novélisation de l'épisode 9 hein, qu'on a lu dès qu'on l'a reçu. On s'est sacrifié, on avait promis qu'on le ferait, on l'a fait, on a encore donné des sous à DLF, on est ravis. Et dans la douleur, hein. C'est ça. On leur a donné du temps, on leur a donné de l'énergie. Enfin, ça n'a pas été une lecture très joyeuse. Non, pas très réjouissante et donc du coup, on va pas retenir nos cartouches. Hein. Je pense qu'on ça va être du tir au pigeon à ce stade. Et c'est bien mérité, c'est bien mérité. Je regarde sur le côté parce que nous sur le balcon on fait du tir au pigeon toute la journée. C'est devenu le sport national. Alors d'abord, on voulait peut-être vous refaire un point sur c'est quoi une novélisation, parce que peut-être que certains d'entre vous lisent pas de novélisation. Alors à l'origine, ça a été créé pour pouvoir prolonger son amour pour un film, que vous adorez un film, et puis le temps avant d'avoir le DVD, enfin la VHS ou d'avoir accès à une nouvelle version du film, c'était très long. Donc du coup, quand vous êtes passionné, vous voulez le garder à la maison, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé à faire? C'est d'écrire la version romancée, roman du scénario. Donc, en fait, ça existe depuis le début du cinéma. Et c'est avec plus ou moins de succès parce que c'est le scénario plus, donc rajouté, pas toujours fait par des auteurs nécessairement très compétents. Donc, c'est un petit peu considéré comme de la sous-littérature, puisque c'est du scénario arrangé, on va dire. Et donc, ça existe depuis toujours. Star Wars le fait très, très tôt également. Et donc, prolonger son amour du film quand déjà on n'aime pas le film, c'est évidemment très compliqué. Enfin, ça l'a été en ce qui nous concerne. Souvent aussi, les gens essayent d'y retrouver peut-être des éléments complémentaires. Mm-hmm. Alors, c'est un problème quand on va dire qu'on aurait besoin du bouquin pour comprendre le film. Oui, ce qui n'était pas le cas pour les deux précédents épisodes de la nouvelle trilogie. Faut savoir que les novélisations sont canon, aussi bien les novélisations adultes que juniors. Mais s'il y a un clash entre la novélisation et le film, c'est le film qui est plus canon que le canon. C'est le film qui fait autorité parce que bien souvent, les auteurs de novélisation travaillent à partir de versions antérieures du script. Et on leur relaye pas forcément, ou alors en dernière minute, les dernières modifications du script. Et comme on sait que sur cet épisode 9, ça a été une vraie bouillabaisse au niveau du script, il y avait des changements, même en plein milieu de journée, en plein milieu de tournage, enfin jusqu'au dernier moment, ils savaient pas trop où ils allaient, ça se ressent peut-être un peu dans le livre. Encore que, normalement, la novélisation, elle sort... peu de temps après le film. Donc là, il y a peut-être eu des remaniements de dernière minute, je sais pas trop. Celle-là, elle avait été repoussée. Mais c'est vrai que tu as raison, comme Aurélie vient de le préciser, c'est vrai que clairement, normalement, ils travaillent à partir du scénario avant de voir les rushs, avant de voir le film fini. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des incohérences. On sait que pour la novélisation de Dernier Jedi, l'auteur avait travaillé main dans la main avec Rian Johnson, qui était le scénariste également, donc c'était le réalisateur et le scénariste. Donc c'est vrai que cette version-là, on peut y aller les doigts dans le nez, elle est fiable. Elle est très très fiable parce que alors là, pour le coup, effectivement, Jason Fry a été impliqué dans tout le processus d'écriture et Rian Johnson s'est beaucoup impliqué dans le produit fini. Donc là, il y a quand même il y a très peu d'incohérence entre le livre et le film. Donc, et il faut quand même le noter parce qu'on va en venir à ça. Tous les auteurs de novélisation et globalement tous les auteurs qui bossent pour Star Wars ne se valent pas. C'est-à-dire que tu as quand même des plumes qui sont plus abouties, qui sont plus recherchées. Et moi, petite mention quand même pour Jason Fry. Alors, c'est le seul roman de lui que j'ai lu. Par contre, il fait pas mal de bouquins pour l'univers étendu.
des atlas, des trucs comme ça. Et il a une plume vraiment, vraiment sympa, nettement supérieure, typiquement à celle de Alan Dean Foster, qui avait fait la novélisation de l'épisode 7 et qui avait servi de nègre à George Lucas pour la novélisation de l'épisode 4. Ouais. Alan Dean Foster, c'est la référence en termes de novélisation. Il en a pondu plein. Je crois qu'il a fait Alien aussi, je suis plus sûre. Enfin, il en a fait plein de science-fiction. Quand ils ont besoin d'une novélisation, ils le prennent lui en général. Mais ça casse pas des briques, quoi. C'est pas... Ouais, ça se lit, quoi. Ça se lit. Mais bon, encore une fois, c'est juste une manière de prolonger. Alors, cela dit, moi, ce que j'avais bien aimé dans la version de Alan Dean Foster, c'était le fameux je reviendrai ma puce, là, je reviendrai mon cœur. Et j'avais bien aimé aussi quelque chose qui est repris d'ailleurs dans Ray Carson, qui m'a un petit peu hérissé, qui était le dans un rêve, dans un cauchemar. C'est-à-dire quand elle a le pressenti, enfin quand elle voit Kylo, je crois, dans la vision, et qu'elle dit j'ai déjà vu cet homme-là dans un rêve, dans un cauchemar. J'avais bien aimé ce passage-là, et c'est vrai qu'on attendait vraiment de le voir parce qu'il avait été repris par Jason Fry, Je reviendrai mon cœur, il l'avait repris dans le dernier Jedi, donc on espérait vraiment le voir sur la mouture finale de l'ascension Skywalker. Ça s'est passé à l'as. Par contre, on a eu droit au rêve et cauchemar. Bah dans l'ascension de Skywalker, à un moment donné, tu as le père qui dit vite fait arrêt comme ça, on reviendra ma puce. Ou je sais pas ouais, mais alors là, non, tu vois. Alors justement, ça n'était pas repris comme je voulais. Donc, après, voilà, il y a son canon personnel. Alors disons que si on revient sur Ray Carson, parce qu'il faut préciser ça aussi, c'est la première fois qu'ils font appel à une femme pour une novélisation adulte. Parce qu'il y a eu des novélisations juniors qui étaient écrites par... Aussi, au passage, les novélisations juniors, elles sont très bien aussi, et c'est le même auteur qui s'est collé pour les commandes. Ouais, c'est très bien. Il y a des petites choses qui sont vachement bien foutues aussi. Il est même des fois assez osé dans le symbolisme, alors qu'on est sur de la... Ah, dans le dernier. Ouais, il s'est bien fait plaisir dans le dernier Jedi. C'est du Twilight, ouais, carrément. la peau blanche de Kylo. Ouais, carrément. Puis alors, il utilise des mots, enfin, on pourrait faire une analyse de texte assez sympa. Donc, c'est vrai que j'attends de voir ce qu'il va faire lui, parce qu'en plus, lui, il a eu la continuité sur les 3 heures. Et là, le problème, c'est qu'on se retrouve, comme pour finalement le film, avec une post-logique qui est disjointe. Parce qu'on a un auteur différent à chaque film. Bien qu'on ait J.J. Abrams qui travaillait sur la première et la troisième, enfin sur le premier et troisième film, on a quelquefois aussi, même pas quelquefois, on a vraiment l'impression aussi d'avoir 3 auteurs différents, parce qu'en fait ce qu'il a fait avec Therios, c'est même pas cohérent par rapport à ce qu'il avait fait avant avec Kasdan. Ouais. Donc du coup, c'est la même chose au niveau des livres. Alors c'est dommage que pour une fois qu'on a une femme, ils l'ont collé au casse-pipe, parce que la pauvre, on va quand même dire ça quand même, c'est pas elle qui a écrit l'histoire, qui a inventé l'histoire ou qui a inventé l'intrigue. Donc elle avait un scénario dont vous savez tout le bien qu'on pense. Enfin voilà, c'est-à-dire elle avait un scénario qui était quand même de toute façon casse-gueule. Qu'est-ce qu'elle pouvait en faire ? Donc on va essayer de mettre ça en perspective, c'est-à-dire on va essayer d'aborder ça le plus objectivement possible, en peut-être reconnaissant ce qu'elle a pu faire de bien, ce qu'elle a raté et les occasions peut-être manquées, mais c'est quand même pas sympa qu'ils aient collé une nana. Après ils vont nous dire que c'est de sa faute si elle s'est plantée, tu vas voir. C'est ça qui m'énerve un peu. C'est un risque. C'est un risque. Après, le livre, il va bien se vendre parce que elle est best-seller en elle-même. Je sais pas s'il va bien se vendre parce que le livre lui-même, enfin le film lui-même déjà, n'a pas aussi bien performé que ce qu'ils attendaient. Après, les gens qui achètent les novélisations, c'est encore un cran en dessous. Il y a pas tous les spectateurs vont pas acheter le livre. Donc et là, c'est vrai que nous on y est allé pour se demander ce qu'ils allaient pouvoir justifier ou justement la question des points de vue nous intéressait beaucoup toutes les deux. Alors parce qu'il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient pas. Donc forcément ils vont devoir déterminer ou pas prendre dans le livre, c'est bien obligé d'être explicite à certains moments. Donc, par exemple, la fameuse fin, désolée, je vais directement à la fin, de savoir si on a des soleils levants ou des soleils couchants. Vous savez qu'on s'est quand même pas mal trituré. On a pas mal débattu autour de ça. Bon, alors, le fait est que c'est bien inscrit dans le bouquin que c'est un soleil levant, dont acte. Voilà, c'est un soleil levant. Ouais. Un brand new day. Un nouveau jour, voilà, c'est ça, c'est beau.
Espoir dans la galaxie. Donc, c'est le genre de choses comme ça où, voilà, du coup, on peut plus discuter, c'est marqué. Mais il y a plein d'autres choses qui auraient été de bonne aloi dans le film. Ça aussi, on va y revenir. Ah oui, Qui sont sans est-ce doute que ça a été coupées du supprimé? script et qui amènent des éclairages intéressants. Et des fois, ça aurait pris 10 secondes dans le montage, mais ça aurait vraiment fait du bien au montage. Des lignes de dialogue qui ont sauté, c'est dommage. C'est ça. C'est-à-dire que souvent, dans les novelisations, on retrouve des scènes supprimées. Donc là, on retrouve des scènes supprimées. Ouais. Peut-être que certaines, elle en a inventé, peut-être que c'est dans un premier script, j'en sais rien, mais néanmoins, on va retrouver quelques scènes. Et malheureusement, comme tu viens de le dire, Aurélie, les scènes qui ont été supprimées, elles étaient peut-être meilleures que le reste. Je pense qu'on a les mêmes, mais voilà. Elles explicitaient certains trucs, quoi. Oui, ou en tout cas, elles ajoutaient des fois de l'émotion, ou elles permettaient de faire des meilleures transitions, j'en sais rien. On va pouvoir en reparler dans le détail. Enfin, c'était le point novélisation. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, bon, déjà, vous savez qu'on l'a pas aimé, parce qu'on a été assez clair dans le jeu. Comment est-ce qu'on prend les choses? Parce qu'on va pas, encore une fois, on va pas vous raconter l'histoire. L'histoire, elle est sensiblement la même. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'était les différences, ou les ajouts, ou les précisions, on va dire, et ce qu'on en a pensé. Alors, moi, juste par rapport au film, moi, les choses qui sont comme dans le film, mais encore plus accentuées, vraiment, ce qui m'est sorti par les trous de nez, c'est l'infantilisation des héros de la nouvelle génération. Le nombre de fois où, que ce soit Rey surtout, mais même Poe, qui se dit « mais qu'est-ce que Leia ferait? Qu'est-ce que Leia aurait fait ?» Écoute, j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 occurrences. Et je suis sûre que j'en ai laissé passer. À un moment donné, tu as envie de leur dire, mais c'est le dernier film de la saga, c'est le dernier film de la trilogie. Vous êtes censé être passé à l'âge adulte, avoir coupé le cordon. Et en fait, non, ils sont infantilisés. Donc ça, on l'avait déjà noté dans le film. Là, j'ai trouvé que c'était encore pire. Et derrière cette infantilisation, tu as une espèce de canonisation de Leia, quoi. Sainte Leia, priez pour nous. J'ai trouvé ça insupportable. Je ne sais pas si c'était pour rendre hommage à Carrie Fisher, mais c'était juste insupportable, quoi. Disons que le Sainte Léa, priez pour nous, va avec l'autre côté qui est Saint-Luc, priez pour nous. Moi, le Saint-Luc, ça m'a achevé. Hein. Je dois dire que là, j'avais envie de prendre Luc et de le mettre dans la tarte à la crème à un moment. Ah non, mais ça, c'était indigeste, mais à un point. Mais quand on a dit qu'on pouvait plus supporter Rey, moi je ne peux plus supporter Luke. Je suis pas sûre que je peux supporter un seul Skywalker maintenant. Hein. C'est encore pire. Alors ça aussi c'est un ajout. Justement, on va rester dans le Saint-Luc et machin, et on reste dans Luke et Leia. Mais effectivement, comme tu l'as dit, l'accent il est très 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 mis en avant sur Luke et Leia, et c'est pas forcément ce qui ressort du film, mais c'est ce qui ressort du livre. Et dans le livre, c'est invivable. Parce que Luke, normalement, on le voit que dans la scène où il est en schtroumpf bleu, là, qui n'est pas une très bonne scène, mais c'est la seule scène. Et là, il est tout le temps présent, parce qu'on parle de lui en permanence, parce que Rey pense à lui, parce que Leia pense à lui, et en plus, ce concon, il discute, il a une ligne directe avec Leia, qu'on n'a pas compris. Déjà, on commence par ça. Parce que ça, on l'avait vu vaguement passer avant, c'est-à-dire que Leia entend des voix. Donc, Jeanne d'Arc, on sait qu'elle a été en contact avec Obi-Wan et avec Yoda, c'est cool. Mais là, en plus, elle est en contact avec Luke. Donc, Luke, c'est vraiment un connard. Parce que t'as Rey qui passe son temps à lui demander son avis. Hey, sois avec moi, j'ai besoin de ton aide, Luke. Je suis bien seule et bien désolée, je ne sais pas utiliser la force. Et il lui répond pas. Il va pas s'occuper de Kylo. Non. Il parle qu'avec sa sœur. Et il parle avec sa sœur pour lui dire ce qu'elle doit faire. Ah oui, alors ça aussi. Alors. Parce que Leia, tout le monde veut son avis, mais en même temps, Leia, petite chose, machin, là, c'est le moment. Voilà, c'était le point. Hein, ça va, encore une fois, ça va venir dans le désordre. Mais c'est Luke qui dit à Leia quand elle doit crever. Oui. Il est temps. Et elle dit non, ils sont pas encore prêts, j'attends encore. Il est temps, machin. Et il y a cette relation entre les jumeaux, tu le soulignes. Moi, j'ai noté les jumeaux, il y en a que pour eux. Ah bah oui. Et la page 16 d'entrée de jeu, c'est Leia qui pense à Luke. Elle est apparemment pas au courant de ce qui s'est vraiment passé entre Luke et Ben. Donc l'effet Rashomon, machin, elle est pas au courant.
Elle se considère au même titre que Luke comme les derniers restes d'un ordre mourant. Donc Leia vraiment se considère comme un Jedi. Alors ça c'est pareil, ça sort de nulle part. Mais ça va être le fil conducteur de tout le livre. Donc Luke, tout le bordel sur le dernier Jedi, machin, non, il y avait aussi Leia, il y avait aussi Rey, c'est n'importe quoi. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Tout tourne autour des jumeaux et donc de la génération précédente, de la relation entre les jumeaux, ce qui fait que toute la nouvelle génération, elle est sujette à ce qui se passe avec les jumeaux. C'est aberrant. Oui, parce que le dernier film devient la voie de Jedi, l'entraînement de Jedi de Leia. C'est ça. Je comprends pas qu'elle ait besoin d'avoir des essais, là, des épreuves Jedi. D'abord parce qu'on sait, quand elle est devenue princesse d'Alderaan, elle a dû passer des épreuves. Donc elle a eu ses propres épreuves à elle en tant que princesse. Elle a déjà eu une initiation qui était importante aussi. Elle a fait ses preuves en tant que générale. C'était ça son chemin en fait. Il n'y avait pas besoin de lui recoller des épreuves de Jedi à la mort moelle-neu, avec en plus le fait que ça devait se terminer, que c'est son frère jumeau qui lui dit quoi faire, même si elle se débrouille très bien, il lui dit à un moment, là t'es super douée, t'es ma meilleure élève, bon très bien, mais néanmoins ça se termine avec son entraînement qui est complété par une autre fille, donc en plus c'est même pas du coup son entraînement à elle, mais elle est juste là à faire l'intérimaire pour Leia. Elle la remplace sur son congé maternité foireux, c'est un peu ça, parce qu'elle a dû l'interrompre pour son congé parental qu'elle n'a jamais du coup fini. Oh non, mais ouais, non, et c'est le fait que Leia devienne le maître de Rey qui contribue, elle passe ce relais-là, et c'est ce qui lui donne à Rey la possibilité de finir la trajectoire de Jedi de Leia, mais c'est synonyme de la mort de Ben. C'est fucked up à un point pas possible. Et plusieurs fois, Rey, elle pense à Luke et Leia comme à sa famille, la famille qui l'attendait, qui était devant elle. C'est ce qu'elle pense à la toute fin quand elle les voit à Tatooine. Et ce sont ils sont frères et sœurs et ils sont morts. Donc, ils sont tous morts, les Skywalker. Donc, la famille qui t'attendait, ils sont tous morts. Et au moment où elle prend le nom, c'est Luke qui l'autorise à prendre le nom Skywalker. C'est même pas Rey qui s'attribue le nom Skywalker parce qu'elle veut laisser l'héritage Palpatine derrière elle, etc. C'est lui qui dit « Vas-y, prends-le, il est à toi. » Cadeau. C'est-à-dire cadeau, aumône, encore une fois. Et tout est comme ça, c'est-à-dire que toutes les femmes qui étaient si fortes dans l'épisode 8, c'est une insulte faite à ces femmes, à leur pouvoir de détermination. Elles ont soit l'aide, soit l'autorisation des hommes. C'est valable pour Leia, c'est valable pour Jana, c'est valable pour Rey, c'est valable pour Rose. Enfin, c'est juste insupportable, quoi. Ah, c'est encore pire. Et la question du sabre aussi, moi, ça m'a gonflé. Alors, parce que, qu'on soit clair, ça n'est pas le sabre de Luke. C'est le sabre d'Anakin. Donc, t'arrêtes avec ton sabre de Luke de merde. Moi, j'en ne pouvais plus. Le sabre de Luke, mais d'où qu'ils sortent ça? Je veux dire, Luke, on lui file au début, clairement, c'est le sabre de son père, dans Un Nouvel Espoir. Bien sûr. Il le perd à la fin de l'Empire contre-attaque, il se fait son propre sabre, et quand on le voit après, il est avec son sabre vert. C'est son sabre. Donc, ils arrêtent de nous gonfler avec le sabre de Luke. D'ailleurs, même quand elle le trouve dans la boîte, il appartenait à Luke, à son père avant. C'est le sabre de la famille. Enfin, je veux dire... L'héritage, c'était ce qui personnifiait l'héritage. Et là, c'est le sabre de Luke pendant tout le temps. Et ça revient très fréquemment. Et alors, le parallèle qui nous a rendu complètement dingue parce que c'est revenu plus souvent dans le livre que dans le film, c'est « Un jour, je m'en montrerai digne. Ah oui. Un jour, je serai digne d'avoir ce sabre. » Et même Leia pense comme ça. Elle reprend le sabre, elle le donne pas à Rey. Et au dernier moment, c'est Maz Kanata qui lui dit quand Rey va partir en mission, là, qui dit à Leia « Ah, tu devrais quand même lui donner ton blessing. Donc, tu devrais donner ton accord pour que Rey parte en mission et puis lui donner le sabre de Luke. » Ça peut servir pour se curer les ongles. Ça peut servir. Donc, tu vois, c'est-à-dire tout le monde... une manucure, tu sais, pendant quelle heure. Donc. Tout le monde, personne n'a de problème à ce que Rey utilise ce sabre parce que sa vie en dépendait et qu'elle avait une arme dans la main qu'il a choisie en plus
pour voilà. Et d'un seul coup, elle en est pas digne. Le seul moment qui rachète un peu ça à mes yeux, c'est quand Ben récupère le sabre derrière son dos. Il a le sentiment que ce sabre est un prolongement de lui et que c'est juste qu'il ait ce sabre dans la main. Bah oui, mais du coup, ça met en avant des incohérences. Parce que justement, Ouais. il avait écrit comme le sabre de la lignée, qui reviennent dans sa main. Enfin, c'est vers ça qu'on tendait, nous, hein, quand on avait fait Bien nos sûr. explications avant. C'est-à-dire que ça devait être ça, effectivement. Mais du coup, c'est noyé dans un salmigondis de ce sabre, il faut que je le mérite. Pourquoi souligner qu'il faut qu'elle mérite ce sabre, alors qu'à la fin, le sabre, elle l'enterre. Donc le sabre ne lui revient pas. Parce que normalement, quand tu mets comme ça un setup qui est je dois être digne de cette épée, il faut qu'à un moment, l'épée, elle t'appartienne. Or, l'épée, elle la revendique jamais, enfin le sabre, elle le revendique jamais, puisqu'elle finit par l'enterrer et s'en construire un. Parce qu'en plus, au début, il nous dit dès le début qu'elle est en train d'essayer d'en construire un dans le même temps. Parce que non, je serais jamais digne du sabre de Saint-Luc. Donc, je commence à me faire avec mon bâton. Bon. Ouais, parce que il nous explique pas comment elle a réparé le cristal Kyber, si ce n'est que les livres l'ont bien aidé. Ou comment Heureusement il y a un autre pour commencer à préparer son bâton, puisqu'elle Voilà. commence à faire à bricoler. Grâce aussi à Beau. Oh, Oui, parce qu'aussi, heureusement que Ray a Beaumont et ses 3 PO pour l'aider à déchiffrer les bouquins et pour l'aider à comprendre les sites. ah bah alors, Heureusement voilà. qu'ils sont là, ses amis. Ça, c'est des bons ajouts, on va dire, entre guillemets. On va aller directement dans les ajouts. Alors, Beaumont, mais va manger tes morts, Beaumont. Je n'en peux plus. Beaumont, mais alors encore une fois, il avait 3 pauvres lignes. Il a 2 pages entières dans le guide visuel. Vous savez tout le bien qu'on en pense, on a déjà dit. Mais alors là, Beaumont par-ci, Beaumont par-là. Snap, mais pareil, mais Zori. Alors, Zori, elle a des sections entières qui sont pas dans le film. Bon, ah, mais carrément. moi, s'échappe de qui Jimmy. Ouais. Au moins. Puis qu'elle est là à zioter Kylo Ren. C'est un moment que j'ai bien aimé. Et c'est un des points forts du livre, c'est que tu changes de point de vue en permanence. Et il y a des moments où c'est vraiment sympa. Donc, par exemple, quand Kylo Ren arrive sur Kijimi avec ses chevaliers de Ren et que Zori le voit arriver, c'était vachement bien de le voir à travers ses yeux. Surtout quand il pète un câble, il allume son sabre et il défonce un truc comme il avait fait dans l'épisode 7. Elle est où ma gonzesse? Putain, j'ai raté ma gonzesse de peu, hein. C'est ça. What girl. Il se vénère. Donc, Ouais, alors du coup, il n'y avait pas d'évolution. Bon, mais c'est vrai que oui, il pouvait y avoir des. C'était le seul truc bien avec Zori, tu vois. Mais ouais, enfin, on passe beaucoup de temps avec Zori et on passe pas forcément du temps avec qui on a envie de passer. Mais je veux dire. Voilà, c'est ça, ouais. C'est un peu le. Mais pendant qu'on est dans les ajouts de personnages, on peut visiblement dire qu'il y a eu un gros ajout de Rose. Oui. Alors là aussi, je vais dire tout de suite le peu de bien que j'en pense, parce que c'est quelques lignes à chaque fois, vraiment semées comme ça à la vas-y que je te pousse, pour dire à quel point Rose est formidable. Parce que chaque fois, elle répare un truc, elle a programmé quelque chose, grâce à elle, un truc s'est fait, et puis en fait, elle a toujours pas la parole. C'est des gens qui parlent d'elle ou qui soulignent que, oh là là, quelle fille formidable. Donc, elle a toujours pas plus de scènes. Elle a pas de scènes vraiment rajoutées. On la voit un tout petit peu. Elle a quelques scènes avec Ray où tu vois qu'elles sont copines. Voilà, il y en a une, effectivement, où elles ont un câlin et tout. Alors, effectivement, elles ont été copines. Ben, c'est dommage de ne pas l'avoir mis dans le film, d'une part. Mais en plus, ça sent vraiment c'est vrai, on a merdé avec ce personnage. Il faut qu'on fasse bien sentir qu'on aime bien Rose. Ah ouais, ça sent reprends ta copie, saupoudre un peu plus de Rose, s'il te plaît. Hein. Et pareil, la scène où finalement elle dit non, j'ai ma déclaration d'impôt à faire, je peux pas vous accompagner en mission. Là, avec Finn, ils se font des câlins. Ils oui, plus c'est pas de la table pleine de condescendance. Bon chien, reste à la niche, t'as raison. Ronge ton os. Donc, tu vois, ils ont essayé de rectifier un petit peu le tir avec Rose. Mais pareil, c'est saupoudré, quoi. Hein. Puis surtout, ça sent que c'est un effort et que c'est du repentir. Ah ouais. C'est que ça se voit. Enfin, il y a ça aussi. Il y a le côté
les repentirs de on a bien compris qu'on a merdé, donc on va essayer d'arranger un petit peu, mais en même temps, c'est ce que je te disais avant, c'est des emplâtres sur une jambe de bois. C'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas modifier la structure même du film qui est foireuse, qui se termine mal et qui voilà, qui n'est pas cohérente, qui présente plein de problèmes. Les incohérences, on les voit d'autant plus là maintenant qu'elles sont écrites et qu'ils ont en plus rajouté des explications, ce qui sous-entend bien qu'ils ont compris que leur on va y revenir. Très bien. Ils essaient de combler les trous de l'intrigue. Alors, typiquement, moi, le truc qui m'a le plus fait délirer, c'est tout le truc sur les clones. Parce que ils se sont dit, non, maintenant, tout le monde s'amuse à imaginer Palpatine en train de fucker. Et c'est juste pas possible. Ah, c'est ça, oui, c'est quand on sent qu'ils ont fait une erreur et qu'ils se disent, bon, c'est une forme de retcon, on va dire. Ils se sont dit, bon, alors attends, là, ils nous ont grillé là-dessus. Il faut qu'on trouve une excuse. Voilà, le bullshit sur les clones, j'ai noté. Ah ouais, la guerre des clones, ouais. Alors ça, c'est vrai que... Tu en as au moins 4 ou 5 occurrences. Et ils ont essayé de se récupérer un parachute qui était l'utilisation des clones dans l'ancien univers étendu dans Légende, effectivement, où on a bien le fait que c'était un plan de secours pour Palpatine, donc il a transféré sa conscience dans un clone qui n'était pas encore prêt à le recevoir au moment où il est tombé dans le trou là. Donc Vador a bien tué le corps de Palpatine, mais il n'a pas tué sa conscience. Sauf que du coup, il est passé de vaisseaux, de véhicules corporels, les uns après les autres, qui étaient imparfaits, qui se dégradaient très vite. Donc pareil, comme dans l'univers Légende. Alors, j'ai adoré l'explication foireuse pour son clone, qui est son fils. Donc il tenait un clone qui était bien, qui était pas tout amoché en mode Alien 4 machin, mais le problème c'est que il pouvait quand même pas recevoir la conscience de Snoke, de Palpatine, donc c'est devenu sa propre personne. Et il s'était dit, Palpatine, on va bien voir ce que ça donne s'il se reproduit par des moyens plus conventionnels. C'est vraiment les termes employés. Hein. Et non quoi, je veux dire. C'est tellement fucked up que voilà. Donc voilà, il y a parce que leur explication, alors c'est vrai que du coup ils ont dit mais parce que la première chose qu'on a dit avec l'histoire quand l'histoire des clones a commencé à sortir, c'était non mais attends, ils l'ont présenté moche avec les doigts abîmés, quelqu'un qui met des éclairs, exactement. Donc c'est forcément le même. Pourquoi ça peut pas être un clone? Parce que pourquoi il irait prendre un clone aussi moche, aussi amoché et qui ressemble à lui dans l'état où il était? Il n'y a aucune raison. Même là, leur explication de c'est un clone qui n'était pas apte encore à recevoir. Entre-temps, elle aurait pu en fabriquer d'autres qui auraient été plus aptes à le recevoir. Et pourquoi en faire un qui est vieux, dans l'état où il était? Il peut faire un clone à n'importe quel âge. Oui. Ça n'a pas de sens, leur truc. Non, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et ce qui est délirant aussi, c'est que dès le début, Kylo, il a compris que Snoke était qu'un... Avant de rencontrer Palpatine, Kylo savait déjà que Snoke était une marionnette. Comment tu l'as su? Et on se rend compte que la voix qu'il a toujours entendue dans sa tête, c'était celle de Palpatine et pas celle de Snoke. C'est en contradiction complète avec tout ce qu'ils ont mis en place jusqu'à présent, y compris dans les bandes dessinées. Donc ça ne tient pas la route du tout. Y compris dans le film. Parce que dans la scène où il dit « Je suis toutes les voix que tu as entendues dans ta tête », on a bien les 3 voix. Hein. On a Snoke, Vador, Palpatine, en fait. Ouais. Donc c'est... Comment Kylo l'a su? De même qu'on ne saura jamais comment il a su que c'était une dyade, parce que nous, on avait un peu misé sur l'oracle. Et en fait, la scène de l'oracle ne sert quasiment à rien. Hein. Parlons-en de la scène, parce que tu parles là-dedans. Parlons-en de la scène de l'oracle. Alors, l'oracle s'appelle plus un oracle, c'était ce qui a été sorti, ça s'appelle l'œil. Ça fait et donc, effectivement, ça vient sur la scène de... Alors, sachant que ça s'ouvre pas sur la scène de Mustafar. Parce qu'on commence avec l'entraînement de Rey, et elle a des visions, et elle dit à BB-8 que c'est... Enfin, on comprend par le dialogue que c'est pas la première fois qu'elle a des visions, et qu'elle raconte tout à BB-8. Donc là, il y a quand même un lien qui s'est créé avec BB-8. C'est presque autant son droïde que celui de Poe. Donc des visions, elle en a déjà eu avant. Elle a une vision de Kylo en train de défoncer tout le monde sur Mustafar, et elle ressent son appétit de sang, sa rage guerrière, etc., sa frustration parce qu'il les a tous défoncés trop vite. En gros, il s'éclatait trop. Donc c'est très
peu flatteur pour lui. Hein. Ouais, puis on repart en mode monstre. Hein. En monde monstre, tout à fait. Donc ça, c'est la première perception de Mustafar. Ensuite, tu as au moment des événements Hux et Pride qui sont en mode ah là non mais là le Supreme Leader mais comment il est trop impressionnant quand il se bastonne. On est juste sur du Kylux ou du Thirst Order. Voilà. Ça aussi, j'ai dit très tôt, je t'ai dit en fait, je crois que Rick Carson c'est une Kylux. Donc c'est peut-être la seule chose que j'ai bien aimé, c'est une Kylux Forever. Ça se sent à tous les moments. Hein. Oui. C'est ce qu'elle a le mieux réussi, je vais te dire. Le Kylux, ouais. Ah ouais. Franchement, là, à mon avis, c'était ces fics-là qu'elle lisait et pas du Rélo. Ben oui, donc je pense que si vous êtes sur la dynamique Kylux, effectivement, c'est une bonne raison pour aller lire le livre parce que Hux c'est bien et la relation entre Kylo et Hux est bien. Voilà, le peu qu'on en voit, c'est bien. Donc, tu as 2 points de vue supplémentaires. Et ensuite, tu as évidemment la perception de Kylo sur le terrain, en train de se bastonner. Et ensuite, il se retrouve face à cette horreur-là, à cet œil. À l'œil. L'œil qui se trouve sur une île dans un petit lac, un petit lagon. La création du lagon Mustafar. C'est pas le lagon Scarif. Hein. Non, mais ça fait un peu, pour le coup, ça fait un peu comme Avalon, hein, c'est-à-dire il y a le fait d'aller chercher. Alors en plus, c'est Avalon / 2001 l'Odyssée de l'espace, parce que tu as un monolithe noir qui diffuse des trucs. Enfin, là, attends, c'est un peu gros quand même. Et donc, du coup, c'est cette créature symbiotique qui est en 2 parties, qui peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Et que je t'ai dit, quand je l'ai lu, j'étais là, ah non. La diade, il y a plein de avec les gros sabots. L'erreur fatale d'écrire ça. Parce qu'encore une fois, tu peux pas lancer des trucs si ça n'a pas une résolution. Enfin, je sais pas, le montre pas si c'est pas utilisé après. Dès le début, tu dis que 2 personnes peuvent pas vivre l'une sans l'autre et à la fin, tu le fais très bien. Erreur! Ça fonctionne. Erreur fatale. Donc, bien sûr, passe à l'œil et l'œil lui dit pas du tout ce qu'on avait pu voir avant dans les premières versions du scénario où il disait qu'il était en dyade. Je crois que c'était ça que tu avais... Qu'il était une dyade et qu'il était amoureux de Rey et qu'il fallait qu'il l'assume, quoi. Ouais. C'est pas du tout. Donc ce passage-là, finalement, n'a aucun intérêt parce qu'il discute 2 minutes avec l'œil, qui ne l'empêche pas d'aller chercher l'holocron, hein. Voilà, l'holocron site. Hein. Voilà. Je sais plus, je crois que dans le film, il ne disait pas qu'il y avait 2 holocrons parce qu'il y en a un pour le maître et un pour l'apprenti. Il me semble que si. C'est précisé dans le film ? Je sais plus. Mémoire comme ça, il me semble. Mais ouais, donc bon. Un truc qui m'a saoulée aussi, c'est il y a une insistance sur le fait que Rey, elle considère la Résistance et Leia comme sa nouvelle famille, mais elle leur dit pas tout parce qu'elle a peur qu'ils la jettent, si vous voyez son côté obscur. Donc il y a une insistance sur le fait qu'elle éprouve de la rage, qu'elle a sa part d'ombre, etc. Bon, ça c'était fait dans le film aussi, mais elle a cette peur qui est ancrée de se faire jeter par sa famille. Donc la confiance règne, hein, c'est pour ça qu'elle leur dit pas tout. C'est pas seulement la peur de se faire jeter par la famille. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était le fait qu'elle a peur de leur faire du mal. Oui, aussi, elle a peur de les blesser. Ouais. Pendant tout le truc, elle est là, je veux pas qu'ils souffrent à cause de moi, je veux pas leur faire du mal. Et en même temps, dans ses interactions avec eux, elle est juste abrasive en permanence. Ouais. Elle n'arrête pas de noter à quel point ils la font chier, qu'elle peut pas les supporter, elle leur parle mal, mais tous, hein, BB-8, C3PO, Peaufine, il n'y en a aucun avec lequel elle est sympa ou avec lequel elle se sent bien. Et dans le même temps... À part Chewie, c'est vrai, mais dans le même temps où elle tient ce discours de c'est ma famille, j'ai trouvé enfin l'appartenance que je cherchais. Donc ça nous est bien martelé. Et rien dans ses interactions avec les personnages qui justifie ça. Elle leur fait du mal à tous d'ailleurs, tous. Tu me disais Chewbacca, c'est le seul avec qui peut-être, mais elle fait du mal à Chewbacca aussi d'une certaine manière. Elle a failli le tuer. Puisqu'elle pensait qu'elle l'avait tué. Donc, du coup, ils sont tous victimes d'elle, parce qu'elle envoie bouler Finn, qu'elle casse BB-8, elle parle mal à Poe. Enfin, il n'y en a aucun qui elle parle bien, à part Saint-Luc et Sainte Leia. Et elle te dit qu'elle se sent bien avec eux. Elle est odieuse. Odieuse. Déjà, dans le film, elle était insupportable. Mais alors, moi, la Rey du roman me sort encore plus par les trous de nez que la Rey du film.
pour des raisons qu'on va évoquer plus tard, hein, je pense, et en particulier dans sa relation à Ben, mais pas que. Non. Elle me sort par les trous de nez, quoi. Elle est odieuse, c'est une connasse. Hein. Je suis désolée de le dire, Ray est une connasse. Moi, un truc que j'ai pas supporté du tout, c'est la question de l'héritage. Ah bah oui. La manière dont c'est martelé, ça aussi, on va partir dans le... Parce que c'est vrai qu'en fait, déjà, le film avait un côté, tu t'en prends plein la gueule, dans le sens où les images n'arrêtaient pas d'arriver, l'intrigue, etc. Mais on me l'a expliqué. Dans le bouquin, c'est la manière dont on vous gave façon WA avec un certain nombre de concepts ou d'idées qui sont répétés. Le mot héritage, tu parlais de trucs qui te ressortaient par les trous de nez. Moi, l'héritage, tu vois, j'en avais la nausée chaque fois que je voyais le mot héritage. Et j'ai compté, il y en a 15. C'est marqué 15 fois le mot héritage. Mais quand je dis que c'est marqué 15 fois, tu peux rajouter aussi tout ce qu'il y a avec ou c'est discuté. Mais le mot lui-même, il est présent 15 fois, ce qui est quand même beaucoup. Ouais. Et ça apparaît soit à travers le vaisseau là, de Uchikuchi, là, Je suis dans la colle. l'héritage Bestoun là, ou Bespoon ou Besproun, j'en sais rien, je m'en fiche. Mais voilà. Tout legacy, Même, ou je sais pas quoi. voilà, même là, ils ont collé un nom d'héritage subtil. Et puis alors, sans arrêt, la question de l'héritage. Tout le temps, Leia qui parle de l'héritage, et puis t'as l'héritage de Palpatine, et puis t'as l'héritage des Solo, peut-être. Putain, ça a été écrit par des notaires, hein, ce truc. Hein. Que bien qu'on arrive à un moment qui est carrément, mais à se taper le cul par terre, hein, où carrément Leia, elle est en train de faire le calendos de l'héritage. Oui. Elle a son camembert. Alors, moi, Leia, Organa, Solo, Skywalker. Comment que je vais pouvoir répartir mes petites noisettes? Alors, un tiers pour Poe, ce sera Organa, un tiers pour Rey, ce sera Skywalker, un tiers pour Ben, si jamais il revient dans le giron, ce sera Solo. Mais... Ouais. Ah oui, c'était un bon moment what the fuck, ça. C'est intéressant comme concept. Enfin, non, par rapport à Ben, à chaque fois qu'elle regarde Rey s'entraîner, elle dit ah là là, elle a la même noirceur que Ben. Ah, faut pas qu'on se plante comme avec Ben. Ah, il faut pas qu'elle nous trahisse comme Ben nous a trahis. What the fuck. Oh là là, la pauvre, faut pas que je fasse les mêmes erreurs qu'avec Ben. Et puis donc tu dis bon, ça y est, elle a lâché l'affaire sur Ben. Et puis à un moment donné, à son frère, elle dit, ou je sais plus qui, ou à Maz, elle dit non mais j'ai jamais perdu l'espoir dans mon fils. Ah bon? Bah dis donc, dans l'épisode 8, moi j'ai souvenance d'une ligne de dialogue comme ça, machin, où c'est Luke qui te remonte le moral. Pareil, les scènes avec Maz, ça aurait été bien qu'on ait l'échange entre Maz et Rey dans le film, parce que Maz, elle recadre un peu la petite, tu vois, même si ça reste un peu discutable, mais au moins qu'il y ait cette scène, cette forme d'autorité supplémentaire, même les échanges entre Maz et Leia, tu vois, ça aurait été bien qu'on les ait. Alors après, ouais. ils ont pu avec Carrie Fisher qui était morte, mais au moins Maz, Rey, vous pouviez le tourner, ça. Vous pouviez le caser dans le film, dans le livre. Il y a beaucoup de choses qu'ils auraient pu faire, du coup, comme tu as dit, du fait qu'ils n'avaient pas beaucoup de scènes avec Carrie Fisher. C'est vrai qu'ils auraient dû reporter avec Maz, qui devenait la nouvelle voix de la sagesse, qu'elle a été déjà finalement dans l'épisode 7. Ouais. Elle était déjà la marraine, donc ça pouvait rester comme ça. Bon, ils l'ont pas fait parce qu'ils voulaient vraiment placer, je sais pas, ils avaient décidé qu'il fallait vraiment placer Leia Jedi, donc ça a été tout leur fonds de commerce. Ah, c'est un procès considérablement appauvri l'histoire. Maintenant, moi, je te dis, cette question d'héritage, en plus, quand ils nous vendent comme ça, hein, l'héritage Skywalker. Moi, j'ai revu passer récemment ce qui m'avait ulcéré l'héritage, la victoire des Skywalker, c'était finalement que Rey prenne leur nom. Ils avaient mis l'occasion de sauver Ben. Je veux dire, si Leia entendait des voix, ils n'auraient pas pu lui dire à elle que son fils, il était la cible des méchants. Ils n'auraient pas pu aller voir Ben et lui dire attention, hein, tu es la cible des méchants. Ils n'auraient pas pu aller voir Luke. Non, ils sont allés voir Leia, ça a servi à rien, quoi. Et jusqu'au bout, ils ont laissé tomber Ben comme une grosse merde. Le seul but des Skywalker, ça a été finalement de récupérer un Palpatine. Alors que c'est Palpatine essayer de récupérer les Skywalker. Tu vois, la victoire des Skywalker, c'est eh ben non, on a récupéré une Palpatine. Ouais, c'est elle génial. est devenue à nous. Elle a notre héritage. Oh bah, et puis tu vois, c'est pas elle a volé l'héritage puisqu'il lui donne l'héritage. C'est je te donne tout, prends. Enfin, ça reste un coucou hein, quand même. Hein. Ah mais non, mais c'est. Elle pique tout quoi. Elle a plus rien à elle. Le peu qui était à elle par son héritage, bon, on la comprend, elle le rejette, mais c'est un vaisseau vide.
Ah à la ils l'ont fin. même écrit, hein, nous, vous l'avez Ils ont écrit analysé tel comme ça. quel. Mais c'est Ah, écrit ouais, ouais. tel quel. À un moment, justement, la scène où elle attend que les Jedi viennent la posséder, et ben, c'est vraiment écrit noir sur blanc. Faites de moi ce que vous voulez, je suis votre vaisseau. Bah, d'accord, ok. Et après, laissez-moi crever comme une Il y avait grosse d'autres merde. moyens d'être possédé par les Jedi, ma belle, hein. Il y en avait un côté, Ce on serait pouvait fait un être possédé plaisir. autrement, hein. Le sabre, il avait à la main, il était prêt, lui, hein. Il n'y avait pas de problème, hein. Quelle tristesse. Oh Dieu. Et c'est d'autant. Enfin, moi, vraiment, ce livre m'a mise en colère parce que c'est bête. C'est stupide. Et on prend les gens pour des imbéciles. Et on essaie de les prendre encore plus pour des imbéciles en rectifiant des petits trucs et en essayant de nous gaver comme des oies avec le concept. C'est pas parce que tu mets 15 fois le mot héritage, que tu l'utilises à mauvais escient, ou que tu me mets 15 fois Saint-Luc, Sainte Léa, etc., que je vais adhérer à cette merde. Vous les aimez, oui. Ce que ça traduit, c'est quand même des notions qui sont nauséabondes. Je suis désolée. Et c'est insultant pour les films qui ont précédé, c'est insultant pour certains personnages et c'est insultant pour le public. Je suis désolée, ça ne fonctionne pas et le livre remet bien le doigt là où ça fait mal parce que y a une pauvreté littéraire, hein, je suis désolée, effectivement le mot legacy et héritage revient plusieurs fois, il y a plein de formules qu'elle reprend plusieurs fois. Je veux dire, l'anglais, c'est quand même pas une langue aussi pauvre que ça. Hein. Il y a moyen de varier les plaisirs. Hein. Ou de le faire d'une manière symbolique. Mais alors, elle a une utilisation du symbolique qui est très intéressante. Hein. Tu sais, je te l'avais dit très tôt, parce que j'avais commencé légèrement avant Aurélie. Et moi, j'étais pétée de rire devant mon Kindle, puisqu'on n'a pas eu en version brochée, puisqu'elle était décalée. Donc, on a lu comme on l'a lu. Mais alors... Donc Ray Carson, elle écrit de la fantasy science-fiction, romance un peu. Alors cela dit, sa trilogie a l'air intéressante parce que ce que j'en ai vu, c'est que c'est une histoire d'une ado obèse, machin. Enfin, c'est original si tu veux de partir avec l'être choisi est une ado obèse. Pour une fois, ça change. Enfin, la dernière fois que j'ai vu, c'était dans l'histoire sans fin. Bon, même si ça n'a pas été adapté comme ça en roman, mais en film, mais dans le roman, c'était un petit garçon qui était obèse. Un petit gros normalement, Bastien. Ouais. Donc je sais pas ce que donne sa littérature en dehors de cette novelisation parce que j'ai rien lu d'elle. J'avais juste un peu regardé ce qu'elle avait fait juste pour savoir un peu avant. Donc voilà, c'est quelqu'un qui écrit quand même des histoires où il y a de la romance. Donc on pouvait penser que c'était pour ça qu'il l'avait choisi aussi, c'était pour mettre en avant ça. Alors ça se sent pas forcément au moment dit romantique, hein, donc le baiser, mais on en reviendra après. Mais par contre, bizarrement, il y a des passages que tu lis, tu dis mais je lis du cul en fait. C'est-à-dire qu'il y a du porno accidentel. Alors, c'était la question, c'était est-ce que finalement elle l'a fait exprès ou est-ce qu'elle l'a pas fait exprès? Parce que je ne sais pas. Surtout qu'en plus, c'est à des moments où effectivement tu peux faire des parallèles avec Ben ou Kylo si tu veux. Donc la première fois que je l'ai vu, moi, ce passage de cul, c'était le trône, quand elle a la vision du trône. Oh oui. Alors qu'elle décrit le trône comme une main, hein, donc porno de la main. J'étais là, oh, donc avec sa griffe et tout, voilà. Et alors, elle voit le trône et on a la vision. Finalement, on n'a pas eu, on sait qu'ils l'ont tourné puisque on a vu sortir depuis des behind the scenes, là, des making-of. Où on voit reste sur le trône quand elle est en Dark Ray, là, on la voit. Ouais. Donc ils ont sûrement tourné cette. Bizarrement, tu vois pas Kylo alors qu'elle dit qu'elle se voit sur le trône avec lui, mais on sait qu'elle a tourné cette scène-là. Et donc, elle a envie d'aller toucher le trône et elle est là, oh, j'ai envie de passer. Et je pouvais sentir la sensation de ce trône lisse et noir et tout. Puis, non, je ne peux pas le toucher parce que ça me fait peur et ça m'est interdit parce que c'est trop sombre et trop dark et trop... Et donc là, tu dis, mais en fait, elle est en train de parler de sa relation avec Kylo, quoi. Elle a envie d'aller se faire, mais c'est trop dark pour elle, quoi. Je suis même pas sûre qu'elle est nécessairement écrit comme ça. Mais quand tu le lis, si tu es un petit peu intelligent, tu le lis comme ça. Ce qu'il y a, c'est que par la suite, c'est pas forcément mis en avant. Il y avait un autre moment. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre moment de cul? Kylox, hein. Ah oui. Là, il y a un joli moment. Donc, effectivement, quand il regarde Kylo en train de tout défoncer... Bon, il y a une fascination de Hux pour les cheveux de Kylo. Pour les cheveux de Kylo. Ils sont pas la longueur réglementaire pour l'armée. Ah bah oui, parce que dans le premier ordre, c'est des maniaques du ménage. Hein. Ça aussi, c'était un ajout intéressant. Hein. Ils supportent pas les traces de pas dans le couloir. Hein. Tout doit être propre.
Phasma fait nettoyer les toilettes avec des brosses à dents, on n'est pas là pour rigoler. Hein, C'est corvée de ménage. C'est quoi ces chevaliers de reine qui mettent de la gadoue partout dans mes couloirs et tout. La gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Oh non, mais écoute. Non, et puis la dernière pensée de Hux est pour Ray. Oui, Il pense qu'il la déteste. il est chez lui. Il se dit, si quelqu'un peut flinguer Kylo, bah c'est elle. Oui, mais Et aussi, aussi- il est jaloux de son obsession pour Ray aussi. Il C'est se vraiment dit, ah, irritant. Kylo Ren n'a de soft spot, de points faibles pour personne, sauf peut-être pour la pieuse d'épave. Donc il a bien grillé. On dirait un amoureux jaloux Ah dont les oui, sentiments au moment sont où il pas meurt, retournés. tu Hein, sens la jalousie. Après, c'était quoi l'autre passage de... Il y en avait un autre passage de cul. J'avais Bah, c'est le truc rouge et ferme et chaud dans sa main qui vibre. C'est pas Ok. le sabre. Attends, c'est le... Non, c'est Non, la c'est quand pyramide. il attrape Oui. l'holocron. Oui, ah voilà, donc c'est le passage avec l'œil. Il attrape l'holocron et ça vibre dans sa main et c'est chaud et c'est... c'est n'importe quoi. Ouais, c'était pas mal aussi, ça. Parce que par contre, tous les trucs qu'on pourrait penser romantiques ne le sont pas. Non. Au moment où on a enfin la phrase où ils échangent mentalement sur l'étoile de la mort, là, oui, tout le monde prétend me connaître, oui, mais moi je te connais, etc. Donc nous, on pensait que c'était en mode Darcy, sous l'eau, etc. Elle, ça l'enrage encore plus et elle part du principe que un seul des deux quittera vivant l'étoile de la mort. Donc, c'est le moment où elle est vraiment en dark ray, hein, elle veut lui péter sa gueule. Et elle a décrété qu'un seul des deux quittera l'étoile de la mort vivant. Il y en a un des deux qui allait y rester. Et à un moment donné, dans le combat comme dans le film, tu te rends compte que lui, il est tellement possédé par le côté obscur à force de se débattre. Sa rage à elle finit par le parasiter lui. Et il a failli la tuer. Alors que dans tout leur force bond d'avant, c'était déjà net dans le film. Alors là, plus il est calme. Alors lui, il est d'un calme olympien. Et elle, plus il est calme, plus elle est... Mais sauf que dans le passage à Passana, il veut la tuer aussi. Il veut la tuer aussi, oui. Et ça, c'était bien d'avoir ses motivations à lui. En fait, il s'est rendu compte que Rey était sa lumière. Donc, il se dit, peut-être que l'empereur a raison. Peut-être qu'il faudrait que je la tue. Soit je la tue, soit il faut que je tue la lumière en elle, que vraiment je la fasse basculer du côté obscur. Mais il essaie vraiment de la tuer avec son TIE Fighter quand il lui fonce dessus. Bah, c'est un peu l'épreuve ultime. C'est-à-dire, il dit, bon, bah, soit je la bute, soit elle s'en sort. Mais au moins, comme ça, on saura où on en est. Et quand elle défonce son taille et qu'il se crache, et normalement il devrait être mort, elle a même pas une pointe de regret dans « Oh mon Dieu, est-ce qu'il est mort ?» Et lui, quand il sort du crash et qu'il la voit en train de retenir le vaisseau où il pense qu'il y a Chewie, il se dit « Ah, quand même, je suis soulagée, j'ai bien fait de pas la tuer. » Oh, puis alors là, si tu restes sur cette scène-là, c'est vraiment mis en avant que c'est deux gosses en train de se battre pour une baballe, hein. Oh la Comment vache! c'est écrit? Non, ça aussi. Non, mais Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de regret, il n'y a mais aucun signe. toutes leurs interactions, hein, parce que là, on vous a sorti des passages de cul, il y en a d'autres, hein, mais jamais au bon moment. Le combat finalement sur l'étoile de la mort, ça aurait pu devenir, il aurait pu y avoir, on va dire, une écriture sensuelle du truc. Ou même quand ils sont en train de se battre pour Chewbacca, il aurait pu y avoir aussi ça. Ou dans le fameux scène du collier, on sait que certains d'entre vous l'aiment bien, certains de nos auditeurs l'aiment bien. Bon, nous avec Aurélie, on n'est pas forcément d'accord dessus. Moi, je l'aime moins depuis le roman. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours dit que ça aurait pu être effectivement hautement érotique, romantique, ce que tu veux, mais que la manière dont ça a été performé fait que ça ne l'est pas, parce qu'encore une fois, tu n'as pas son visage, et pour lui, c'est juste un moyen pour, aller me détecter d'où elle vient, quoi. Il se lui fait mal. Voilà, en plus, il lui fait mal. Et il lui fait pas mal, dans le sens, ça lui fait du bien, tu vois, parce que des fois, ça lui flingue le cou quand il tire le collier, quand il casse le collier, ça lui flingue le cou à la mise derrière. C'est ça. Et par contre, elle dit, oui, ça a été leur force bond le plus puissant jusqu'à présent. Donc, au moment où ils reconnectent, à l'initiative de Kylo, c'est lui qui maîtrise le force bond, ça n'a jamais été aussi fort. Et ça, ils ne se sont pas parlé depuis 1 an. Et moi, ça m'a gêné qu'ils disent que ça n'a jamais été aussi fort. Parce que quand tu vois l'interaction qu'ils ont sur Acto, bah ouais, toucher les doigts,
Tu vas pas me dire que c'était pas l'interaction la plus forte qu'ils aient jamais eue. Ils sont à l'arme tous les deux. Et elle considère que c'est l'interaction la plus forte. Ça aussi, ce retcon de l'âge Jedi, ça m'a tué, ça. Bah pareil, à un moment donné, elle dit, tiens, page 158, Rey ne se souvient plus si Kylo avait déjà prononcé son nom avant. Bah si, dans l'épisode 8, plusieurs fois il l'appelle Rey. Elle s'en souvient pas, c'était tellement pas important dans l'interaction dans l'épisode 8 qu'elle se souvient pas qu'il l'a appelé Rey à plusieurs reprises, y compris quand il lui a offert sa main la première fois. Non mais, on se fout de notre gueule quand même. Et elle passe vraiment pour une connasse insensible. Ah oui, mais la plupart du temps, les allusions au dernier Jedi, elles sont plutôt à effacer ce qui se passe dans le dernier Jedi, donc quand ça retcon, à part une occurrence qui est... deux, on va dire, il y en a deux. La première, c'est expliquer comment Leia elle a pu flotter dans l'espace, parce que comme on passe son temps à la faire flotter dans ses entraînements de Jedi, et bah c'est bon, elle flotte, pas de problème, parce que donc ça c'est ce qu'ils ont expliqué. Et le deuxième, par contre, que celui-là j'ai bien aimé, c'était sur Acto où on voit les Lanais. Et les Lanais continuent à bien faire la gueule à Rey, qui est quand même une connasse. Et moi, vive les Lanais, j'aime les Lanais. Ouais. Ils ont qu'une hâte, c'est qu'elles repartent, quoi. Ils ont bien raison, elles ont bien raison, les gardiennes. Hein. Ah ouais, c'est vraiment une connasse. Il faut vraiment qu'elle... Enfin, pareil, la façon dont elle pense à Finn, et Finn qui lui court tout le temps après, machin. Finn, c'est l'être le plus gentil que je connaisse. C'est mon meilleur ami. Je te dis qu'ils vont les coller tous les deux après... À un moment, elle dit aussi que la seule personne à qui Finn l'a fait penser, c'est Leia aussi. Oui. Elle compare Leia et Finn. Ce qui est marrant parce que quand Leia a fait son calendos de l'héritage, elle a oublié Finn. Elle lui fera rien, Finn. Ah oui, puis oui, ça aussi. Ouais, c'est vrai que Leia, c'est la fille qu'elle. Enfin, Rey, c'est la fille qu'elle aurait dû avoir. On pressent que Poe était également le fils qu'elle aurait dû avoir. Hein. Ça n'a pas été dit. Ils n'ont pas osé aller jusque-là. Ils n'ont pas osé aller jusque-là, ouais. Pas loin quand même. Hein. Oui, c'est Ben, alors que rien n'était de ta faute, on t'a pas protégé, mais poubelle, on en a deux des mieux. Voilà, on va garder. Là, pour le coup, quand on dit ça, le mot, il est employé tel quel dans le bouquin, parce qu'il y a quand même un moment où il ose mettre, juste après qu'il ait été balancé au trou, Ben, il est oublié. Bah voilà, c'est bien, tu l'as dit, tu l'admets. Puis personne ne sait Ben, c'est marqué. Dans le contexte, oui, c'est Palpatine, à peine il l'a balancé, qu'il a déjà oublié l'existence de Ben. Rey ne le sent plus dans la force. Elle aurait voulu crier au moment où il se fait balancer, mais non, voilà, quoi. Et mais alors, moi, ce qui m'a emmerdé vraiment dans la dernière partie du livre aussi, c'est que Ben, c'est toujours, même une fois qu'il lui a sauvé la vie, etc., c'est toujours, elle y pense dans un deuxième temps. C'est d'abord ses amis, la Résistance, Leia, Luke, et puis Ben. Ah oui, il y a Ben aussi. Ah oui, à la fin, oui, ça aussi. Oui. Ah oui, il y a Ben aussi, Madiyad. J'ai noté 3 occurrences, je crois. Ouais, c'est vraiment Ben, c'est toujours une afterthought. C'est oui, en fait. L'histoire de sa vie, hein. C'est l'histoire de sa vie. Madiyad. Il y a eu quelques occasions manquées parce que même, tu vois, bon, j'avais parlé du trône où il y avait ça. Il y avait aussi la rencontre avec le Vexis. Où là aussi, c'était évident qu'il y avait un symbolisme qui était fait avec Kylo Ben, puisque le seul point du Vexis, c'était de montrer qu'elle allait être capable de soigner. Et donc, forcément, un serpent. Elle allait soigner Ben, c'est ce qu'elle fait après. Bon. Et c'est un serpent. Et la manière dont c'est décrit, c'est pareil. Là aussi, tu as un passage un petit peu possiblement olé olé, avec en plus le fait qu'à un moment, c'est quand même marqué à la fin de l'interaction, un baiser en quelque sorte. Quand il se penche vers elle et tout, c'est comme s'il lui faisait un baiser. Le seul avec qui elle va échanger un baiser, c'est Ben. Donc déjà, ça anticipe ça. Sauf qu'elle le soigne et il s'en sort très bien, le Vexis. Hein. Donc le serpent, ça passe, mais pas à peine. Ben, elle l'a sauvé aussi. Mais quand Leia est morte, elle le sauve. Elle aurait tout donné pour le sauver, tellement elle s'en voulait, etc. Mais c'est pas de l'amour. C'est de la culpabilité, c'est pas de l'amour de sa part à elle. Alors que lui, de temps en temps, mais c'est de la fanfic Relo. Dans la tête de Ben, quand il veut pas la tuer, ses motivations, c'est de la fanfic Relo. Alors moi, j'ai adoré le passage où il lui dit qu'elle a une Palpatine. Alors j'ai détesté dans le film, mais quand t'es dans la tête de Kylo, parce que il voulait voir sa réaction sur le lovely face
Ah oui, c'est Le ça, joli visage de Ray. Et puis après, il y repense, il dit d'avoir vu ses lèvres s'entr'ouvrir sous le choc de cette révélation. Elle ne peut que venir vers lui. Maintenant, elle connaît la vérité. S'il n'y avait pas eu ces satanés amis dans ce satané vaisseau, vraiment, je déteste le Faucon Millenium. Hein, Oui, bon, ça elle c'est serait à moi. Tu vois, alors là, on est vraiment dans de la fanfic pur jus, quoi. Sauf que on en a lu, toi et moi, des bien meilleurs, hein, c'est pas des beaucoup mieux. Mais voilà, à un moment donné, Kylo, tu sens que, oui, Ben, il est amoureux d'elle, hein, voilà. Il y a de l'amour de son côté à lui. Elle, Ouais, mais alors, du jamais. coup, c'est de l'amour complexe, hein, parce que c'est vrai que il y aurait la même ligne pendant tout le truc, ça passerait, mais là, ça, comme ça change, comme vous avez dit, il y a plusieurs occurrences où il veut quand même la buter. Euh, c'est Bah, gênant. Enfin, on est revenu mais même dans l'épisode 7, il a jamais voulu la buter. bah Il non. a jamais... La seule fois où il a voulu la buter, c'est dans l'épisode 8, quand il a décidé que pas de quartier, pas de prisonnier, il était foudrage. Normalement, il est censé avoir dépassé ça. Le dernier Force Bomb qu'ils ont sur Crate, c'est censé nous montrer que, bah non, il peut pas la tuer. Et là, on fait machine arrière. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est... Bref, donc ça, c'est... Il y a des moments, c'était bien d'être dans sa tête à lui. Des moments, Alors c'est c'est beaucoup. ça, c'est la question des points de vue. Donc, Mm. donc il y a pas mal de points de vue intéressants. C'est vrai que pour le coup, ça a remis Hux en place, qui a été quand même un des grands perdants de l'épisode 9. Ah ouais. Donc là, il est mieux que dans le film. Il est moins quiche. Voilà. Après, le point de vue de Ray, ben, il lui fait pas honneur. Le point de vue de Ben, il est compliqué. Et il va être en particulier compliqué sur les scènes envoûtées qu'on va garder vers la fin, mais bon, voilà. Il manque d'autres points de vue. Hein. Les points de vue qu'ils ont rajoutés, c'est les points de vue de Zori. Il y en a des points de vue de Lando qui nous sont mis. Enfin, bon, ça, j'ai pas trop. Ça m'intéresse pas nécessairement beaucoup d'en parler. Lando, Jana, moi, tout ce que j'ai Voilà. noté, c'est qu'ils y sont allés avec leurs gros sabots pour nous faire comprendre que c'est sa fille, quoi. Ouais, ça reste pas. Ils sont pas allés complètement à fond. Donc ils le disent pas complètement, mais c'est vrai qu'on voit Lando bien chouin sur ma fille, j'ai perdu ma fille ou tu peux tuer ma fille. Ce que j'en sais maintenant, c'est pas dans le film, hein, encore une fois. Hein, donc oui. c'est pas appuyé plus que ça. Alors, ils nous ont effectivement bien remis une couche sur le fait que les soldats du premier ordre sont des anciens, pas seulement du premier ordre d'ailleurs, mais même du truc des sites là, du dernier ordre. Ouais. Ordre, sont des enfants qui ont été brainwashés, arrachés aussi bien aux anciens de l'Empire qu'à ceux de la Rébellion. Oui. Et donc tout ce petit monde se fait massacrer à la fin parce que, encore une fois, nous on espérait vraiment la révolte des Stormtroopers. Alors je sais que d'un certain point de vue, eux ils pensent qu'ils ont fait une révolte des Stormtroopers à la fin. Enfin on voit dans le making-of que John Boyega en est convaincu. Alors là j'ai envie de dire, bah non mon gars, il n'y en a pas. Parce que les quelques Stormtroopers qui sont en révolte, c'est les 4 pelés et 2 tondus qu'il a trouvés sur Cave Beer, donc avec autour de Jannah. Et ça, c'est une révolte des Stormtroopers? Non, parce que c'est juste quelques-uns qui, à un moment, ont fait comme lui, quoi. Ce qui fait qu'en plus, ça lui enlève son côté exceptionnel. Ça lui enlève son côté de leader, parce que c'est même pas lui qui est venu leur parler et leur dire non, mais les gars, réfléchissez, vous savez bien que c'est pas le bon chemin, et puis vous êtes mieux, vous pouvez mieux faire que ça, regardez mon exemple. Ça lui donnait un joli arc. Mais là, non, oui, quoi, ils ont fait ça. C'était logique. C'était la conclusion logique de son arc, bien sûr. Et puis tous les autres, ils peuvent crever. Ouais, c'est ça. Tous ceux que la force a pas titillé, parce que c'est même pas leur choix moraux à eux, c'est la force. Hein, c'est grâce à la force qu'ils ont fait le choix moral, le seul choix qui est acceptable, qui est décent. Tous ceux qui n'ont pas été titillés par la force, ils ont été brainwashés. Ce sont des enfants soldats, ils peuvent crever comme des merdes. Ah, c'est quand même une saleté, c'est quand même une saloperie, hein, la force. Hein. C'est-à-dire que dans coup, elle a des coups de baguette magique sur certaines personnes, tu sais pas pourquoi. Toi, tu es digne. Toi, tu n'es pas digne. Toi, tu es digne. Mais non, quoi. C'est quoi ce truc? C'est atroce. C'est atroce. Ils ont rien plus les autres. C'est le message qu'on vend à des enfants. C'est le message qu'on vend à des enfants, encore une fois. Dans le roman aussi, j'espère que dans la novélisation destinée aux enfants, l'autre, il va limiter la casse, quoi. Alors, on vous fera un point, hein, parce que... Ah oui, on va la lire. Limiter la casse, mais pas limiter la casse. Ça veut dire qu'il y a un point qui est rajouté, qui est positif, comme tu disais, c'est Chewbacca. Et il y a une scène qui est ajoutée, qui est la confrontation entre Ben et Chewbacca quand il a été fait prisonnier.
Ouais. Sortez Ils vos auraient dû la mouchoirs, mettre. hein. Oh mon Dieu! Ils auraient dû la mettre dans le film, cette scène. Oh oui, oh, c'est dur quand même. Bah, c'est dur parce que c'est du point de vue de Ben et effectivement, il torture Chewbacca, il sonde son esprit pour avoir des informations. C'est là qu'il se rend compte que Chewbacca, bah, il aime beaucoup Rey, que à terme, il l'aimera autant que Han Solo. Lui, tout ce qu'il en retient, c'est que bah, il aimerait plus qu'il n'a jamais aimé Ben. Ah, au Mais début de la scène. Non, mais pas à la fin, parce que justement, les dernières images qu'il a, il y a plus que lui dedans. Quand il le torture, à la fin de la... Parce que justement, il se dit, mais moi, personne m'a jamais aimé. En fait, le problème, c'est d'avoir le point de vue de Ben pendant tout le film. Ouais. C'est le même que ce qu'on a dans l'ascension de Kylo Ren ou dans autre chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a jamais été aimé. Bah, c'est ça. Ouais. Alors, en même temps, il a bien raison de le penser, à part pour Chewbacca et son père. Mais bon, comme dans leurs actes, ils n'ont pas toujours été, parce qu'on devrait dire, il n'y a pas les paroles d'amour, hein, ce qui compte pas, c'est les actes. Donc c'est vrai que dans les actes, alors par contre, il est dans leur pensée, parce que c'est vrai que quand il torture Chewbacca, quand il va dans sa tête, on va dire, à la fin, les pensées de Chewbacca, c'est le moment où Anne lui annonce qu'il va se marier avec la princesse. C'est Chewbacca qui tient un bébé Ben dans les bras, et après Chewbacca qui enseigne à Ben à piloter piloter un speeder. Et ça, c'est les scènes qu'on a à la fin. Et en pire, beaucoup plus tard, à un moment, il y a Lando. C'est Lando qui est en train de fouiller dans le faucon, parce qu'il a récupéré le faucon, donc il est en train de se lamenter qu'on ait supprimé sa cabane à cap, là, enfin son placard de cap. Oui. Oh, j'aimais bien mon placard de cap. Son dressing. Et donc il est là en train de dire, oh, franchement, il a fait du mauvais boulot avec mon truc. Et il fouille dans l'espace de couchage de Chewbacca. Oui, il fouille les affaires de Chewbacca, oui. Puis ses affaires, et dans les affaires de Chewbacca, il y a un hologramme, et l'hologramme, c'est Chewbacca avec bébé Ben. Avec bébé Ben. Et il dit que l'hologramme est dans un état de piteux, ça se voit qu'il a été beaucoup utilisé. C'est horrible. Alors, d'autant plus horrible que dans le même temps, on vous en parle, il y a la sortie, il y a eu la sortie de Rollout, de la version. Il y a le premier épisode, ouais, avec bébé Ben. L'épisode sur Ben qu'on guettait depuis longtemps. Alors petite boule Ben, ça a été dur aussi ça, hein, parce que petite boule Ben, il chante le thème de Rey. Il est mignon. Voilà. Il est mignon. Il a la même poupée que Rey en jouet. Ouais. Et puis ben. Il dessine par terre à la craie. Il veut tout le temps être avec son papa et Chewbacca. Et il fait plein de bêtises. Il met les bricoleurs. Et il est joyeux. Il se marre tout le temps. Il rigole. C'est horrible. Oh là là. Je ne sais pas ce que ça va nous réserver sur les prochains, parce que normalement c'est sur 3, il y a 3 épisodes. C'est 2 ou 3 épides en général. 3 épisodes en général. Et donc, ça a été violent ça aussi. Alors, il nous balance ça. Alors, tu viens juste de te taper la fin de Rise of Kylo Ren, là, donc l'ascension de Kylo Ren. Donc, ça, on voit sur ce qu'on a fait, donc c'est déjà bien. Après, tu repayes la novélisation qui te remet un bon coup de trauma sur. Et là, on va rentrer dans le détail là-dessus. Et dans le même temps, tu vois, tu as la sortie de Rogue, tu vois le bébé Ben, et encore une fois, bébé Ben n'a rien fait. C'est juste un bébé, il est trop mignon, il veut juste être avec son papa et Chewbacca. Et dans le même temps, tu continues à te payer des gens qui t'expliquent que, non, il méritait que de crever. Enfin, bon, il y a une auditrice qui nous a marqué ça récemment, qu'elle a revu l'épisode 9 avec sa famille et que son père avait tenu peu ou prou les mêmes propos. Et je vais même vous donner un exemple personnel. Hein. Dans ma famille, ma mère n'est pas du tout fan de Star Wars. Et elle a regardé l'épisode 9. J'étais même pas sûre qu'elle ait vu l'épisode 8. Donc je ne voyais même pas l'intérêt qu'elle voit l'épisode 9. Mais bon, voilà, elle a regardé avec mon père. Et elle a fait la réflexion. Je lui ai dit, mais garde ta réflexion pour toi. Elle a fait la réflexion de... ouais, bon, c'est regardable. Puis surtout, comment tu voulais que ça se termine? Évidemment qu'il fallait qu'il meure. Il a tué son père. Oh non. Donc j'ai fait mon petit calendos héritage. J'ai rayé ma mère de ma vie familiale. Non, ça n'est pas possible. Solo. On vous renvoie vers l'épisode sur la rédemption. Hein. C'est incroyable. Enfin... Je t'avais dit, hein, de toute façon, c'est le truc que les gens lui pardonneront jamais. Hein, d'avoir tué Anne. Hein.
Mais- Le problème, c'est que du coup, on est sur un double discours parce que dans le même temps, il nous balance plein d'éléments qui font que sa mort elle est d'autant plus inacceptable. Ils sont en dissonance complète, hein, de toute façon. Mais justement, je serais d'avis qu'on migre sur. Mais bon, hein, de toute façon, on l'a lu que pour lui, hein, et on n'a pas été déçus du voyage. Hein. Donc bah voilà, c'est le snuff movie, hein, c'est le long chemin de torture de Ben Solo. Hein. On croyait que C'est la passion de Ben Solo. Ah, si j'allais dire, on croyait que la passion de Mel Gibson c'était déjà dur à vivre, mais alors là pour le coup, vas-y sors les marteaux et le burin quoi, ils sont. Bah, avec le coronavirus, comme on n'aura pas les célébrations de Pâques, ils se sont dit on va vous donner la passion de Ben au lieu de la Ah passion. bah là, cette année il n'y a pas de raison de ramener Jésus puisqu'ils ramènent pas Ben Solo, hein. Donc ils peuvent supprimer les célébrations de Pâques. Hein. Jésus n'est pas ressuscité tant que Ben Solo n'est pas ressuscité, hein. Tant pis. Hein. Faites une croix sur vos Pâques. Alors, le long chemin de torture. Mon Dieu, c'est atroce. C'est encore pire que dans le film. Ah, pour le coup, je m'en serais bien passée. Hein. Oh là là, quelle souffrance. Quelle horreur. Alors, j'ai bien aimé la scène avec son père. Elle fonctionne aussi bien que dans le film. Par contre, ce qui m'a saoulée, c'est toutes les fois où Ben se dit... Ah, attends, je l'ai noté quelque part. Ah bah, je balance la phrase. Hein. Moi, il y a la phrase qui m'a fâchée à vie. Hein. J'ai gâché ma vie. Oui, c'est ça. En fait, il y a plusieurs occurrences où on est dans la tête de Ben et il se dit que quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais rattraper le mal qu'il a fait. Donc, effectivement, il n'est pas racheté à ses propres yeux, même en ayant rendu Rey à la galaxie parce qu'elle est tellement mieux que lui. Elle mérite tellement mieux que de mourir, machin. Hein. Donc, il y a plein d'occurrences où il se considère comme de la merde. Effectivement, il avait gâché sa vie, il s'en rendait compte maintenant. Non, en fait, moi, je sais plus dans les notes que j'ai mises, mais c'était en gros, non, tu n'as pas gâché ta vie, on te l'a gâché pour toi. Voilà. Oh. Ré méritait mieux. Donc, moi, dans mes notes, j'ai mis, mais toi aussi, mon petit père. Enfin, j'étais en colère, j'étais mon vénère. bouchon. Oh là là, mon chou. Oh. Mais... Ah, puis alors l'insistance sur les côtes brisées. Bah, là, tu pars, allez, j'ai la race. Calvaire, voilà le calvaire, hein, pour remonter Ah ouais, du ça. Le calvaire, il t'explique. Ah, puis alors le foreshadowing, hein, dès qu'elle arrive sur Exegol et qu'ils sont là, mais il y a des trous partout, et puis on voit pas le fond, et puis t'es là. Bah, lui, pareil, oui, quand il arrive sur Exegol au début. Oh, j'étais là, mais ta gueule avec ton foreshadowing, parce que j'en voyais arriver, tu vois. Ouais, le setup avec les gros sabots. Ouais, je l'ai noté aussi. Hein. Putain, plusieurs fois, genre, bon, on voit pas le fond. Il va sortir du trou, comme tu le dis. Il y a le fait qu'on sait qu'il est en souffrance, que chaque moment où il a essayé de grimper, c'est comme si tu lui mettais un poignard dans les côtes et tout. Il a les côtes brisées, il a la cheville tordue, ce qu'on voit puisqu'il boite dans le film. En plus, il est dans une détresse psychologique intense parce qu'il la sent plus et qu'il n'y a qu'une seule chose qu'il veut faire, c'est sortir pour être là pour elle. Donc en plus, la douleur qu'il a à la voir morte. Ouais. Et il dit que c'est 100 fois, enfin la douleur qu'il éprouve à la voir morte, c'est pire que c'est une douleur pire dans sa poitrine que ses côtes brisées, quoi. C'est insupportable. Et alors moi, ce que j'ai vraiment détesté aussi, c'est que une fois qu'il l'a ramenée, il se dit, elle devrait me laisser là, sans un regard en arrière. Quoi ? Oui, parce que tout le passage avec le baiser, évidemment, c'est de son point de vue à lui, donc c'est vachement sympa. C'est un baiser de gratitude, hein, donc voilà. C'est oh, merveille des merveilles, elle m'embrasse. Elle m'a fait l'aumône. Elle m'a fait l'aumône d'un baiser. Oh là là. Je sais pas ce qu'elle aurait dû faire. Je sais pas ce que lui aurait dû faire pour qu'elle couche avec, hein, parce que s'il faut qu'il perde la vie. D'ailleurs, ça aussi, tu vois, Ray, elle meurt pas quand elle donne. Quand elle doit le sauver, parce qu'il est mort hein, sur l'étoile de la mort. Il est mourant. Il n'est pas mort, il est mourant. Ouais, il est en train de crever, quoi. C'était une blessure mortelle hein, quand elle l'a percé. Voilà, ouais. Ça suppose quand même qu'elle doit transférer une somme d'énergie assez considérable. Elle en a déjà perdu, puisqu'elle en a donné un peu au serpent. Ouais. Puis en plus, elle vient de faire une bataille machin. Enfin bon, mais normalement, elle n'est pas au top de sa forme. Mais elle s'en va, il n'y a pas de souci. Hein,
Et tu as plusieurs fois aussi l'insistance sur la dyade. Alors, pendant tout ce temps-là, elle faisait partie, du point de vue de Ray, elle faisait partie d'une dyade, elle qui voulait un sentiment d'appartenance. Tout ce temps-là, c'était une dyade. Et c'est fini, elle a été amputée de sa moitié. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le ressent. Bah oui, mais c'est la vérité. Oh, leur dit, et au moment où ils se battent tous les deux, ils se mettent en position tous les deux face à Palpatine. Ah, la dyade telle qu'elle aurait dû être, mais à cause de Snoke, à cause de Palpatine, ça n'a pas pu se faire. On leur avait volé ça, on leur a volé leur... Ah ouais, t'as ça. Et puis c'est vrai qu'après, la diade, on s'en fout, on s'en bat les notes. Et finalement, après la diade, Balek, hein, vive mes amis. Ah, une petite pensée pour Ben, comme ça, en passant, passe-moi le sel. Ah, Ben, oui, c'est vrai, il y a Après Ben. l'effort, le réconfort. Et alors, l'insulte ultime, hein, je ne porterai jamais le deuil de Kylo Ren, ça vous en avez déjà parlé. Mais Ben, il avait l'air sympa, j'aurais bien aimé connaître Ben. Alors que 3 lignes plus tôt, enfin 2 paragraphes plus tôt, c'était la diade telle qu'elle aurait dû être. Ça n'a aucun sens. D'une page à l'autre, ça n'a Non, aucun... ça n'a aucun sens, mais en même temps, c'est cohérent par rapport à ce qu'on a eu dans le film, c'est-à-dire ça n'a aucun sens non plus. Ouais, ils disent le pour et son contraire d'une page à l'autre. Comme tout le reste qui est dans le film, il veut la tuer au début, enfin Palpatine veut tuer sa petite fille, puis non, depuis le début c'était prévu qu'il la garde. Enfin, encore une fois, ça remet les choses, ça remet ça en perspective. Putain, En tout cas, si vous pensez trouver du réconfort à la mort de Ben et au baiser Reylo, je vous dis tout de suite non, n'allez pas là, n'allez pas dans cette direction. Restez sur ce que les images vous envoient et la sensation que vous avez eue à ce moment-là. Déjà, ça laisse un goût amer parce qu'il meurt et que ça sentait l'aumône. Si vous lisez le bouquin, vous allez être comme nous, vénère, vraiment vénère. Ah, c'est très très énervant. C'est atroce. C'est atroce. Ah oui, c'est atroce. Moi, je sentais toute l'émotion qui remontait à ce moment-là, ça passait pas, quoi. Moi, je l'ai vécu moins mal que toi, finalement. Déjà, j'avais prévu une copie papier qui n'est jamais arrivée, donc j'ai fini par acheter l'e-book. J'adore, je déteste les e-books, hein. Moi, j'aime le papier. Donc déjà, voilà, j'avais quelques jours de retard par rapport à toi. Et je voyais tes réactions, on échangeait pendant qu'on lisait. Je me disais, oh là 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 là, je veux plus le lire, ce truc. Oh, je veux plus le lire. Et on enregistre. Ah ouais, on enregistre le plus vite possible. On s'en débarrasse parce que je suis tellement en colère. C'est vraiment une purge, quoi. Comme le film. C'est une purge. Ça aurait pu être un peu moins pire s'ils avaient rajouté certains trucs. Mais alors vraiment, les perceptions de Ben et de Rey à la fin, c'est insultant. Est-ce qu'on pouvait sauver le soldat, l'ascension Skywalker? La réponse est oui, effectivement. En faisant un choix net et clair par rapport au sentiment de Kylo. Est-ce que c'était possible avec ce qu'on avait dans le film? Pourquoi pas. Oui. En tout cas, dans le moment du baiser, je pense qu'effectivement, la manière dont ça a été pris en charge, s'il n'y avait pas eu les mots gratitude et si on avait senti à ce moment-là que Rey était... Enfin, ce qu'on reprochait les gens, c'était le fait qu'il n'y ait pas de deuil qui soit marqué. Elle avait la place de faire 2-3 paragraphes sur ses sentiments à Rey. Et même là, ça n'a toujours pas été fait. Non. C'est une opportunité manquée. Là, s'ils veulent justement essayer d'arrondir les angles, je pense qu'ils auraient dû. C'est bien d'avoir essayé de faire des choses avec Rose encore une fois. Encore une fois, c'est même pas fait par une jolie scène, on va dire. C'est juste des petits ajouts. Par rapport à Ben, d'avoir rajouté dans la torture psychologique et physique et la détresse qu'on sent du personnage pendant tout le temps. Bah ça on le savait, hein, merci. Hein. C'était pas la peine de nous en remettre une couche. On a bien vu qu'il en chiait. C'est ça. Ce qu'on voulait, c'était voir que elle avait été sensible à lui et que son sacrifice n'avait pas été vain. Elle pense à lui à un moment donné. T'as un truc qui est bien, c'est que elle l'entend haut et clair dans la force qui lui dit je serai toujours avec toi. Ouais, voilà là. Ouais, mais c'est trop peu. Bah, c'est trop peu, et puis on le voit pas en fantôme de la force à la fin. Donc, c'est trop rien. Alors, pour le coup, comme tu l'as dit, c'est pas dans le film. Et dans la mesure où même là, elle aurait pu se fendre d'un beau paragraphe romantique avant, peut-être. Ou même quand elle va après sur Tatooine. Mais là, c'est là où il y a justement le passage du je penserais à Ben aussi, c'est ça? C'est dans sur Tatooine aussi qu'on a. Ouais, c'est vraiment afterthought, lastminute.com. Hein, ouais, c'est un peu ça. Ouais.
Alors, ça conclut le livre. Donc ça, bon, tact. Ah ouais, elle se sent vaguement seule. Alors, elle a choisi d'aller toute seule, hein, on reprécise hein, sur Tatooine. Elle est calée avec bébé 8. On ne sait pas comment elle a piloté le faucon d'ailleurs, parce qu'elle est toute seule avec. Ah Donc, oui, alors il y a ça aussi qui m'a saoulée. Là, c'est vraiment la toute fin, elle a Tatooine. Et elle dit la famille qu'elle avait recherchée avait toujours été devant elle, dans l'avenir, donc pendant tout ce temps, et elle ne changerait rien. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Qu'est-ce que j'ai mis comme note? Et tu n'aurais même pas essayé de garder Ben? Enfin, et j'ai mis Ray est une garce en fait dans mes notes, c'est insupportable. bah, Ray est une garce et puis les Lars sont des porcs, hein, parce que parce que quand tu visites la ferme, alors j'aime bien parce que on voit la ferme ensablée, hein. Oui. Heureusement, 2 endroits sont accessibles. La chambre de Luc, ça aurait été dommage de ne pas pouvoir aller dans la chambre de Saint-Luc. Donc elle peut aller voir la chambre de Saint-Luc, hein, on peut se recueillir un petit peu, parce que tout le reste, c'est... Hein, et la cuisine, et on peut voir qu'il y a encore des traces de lait bleu sur la table. Et le gobelet de Luc, le gobelet de Luc. Il n'a pas bougé depuis tout ce temps-là. C'est bien. C'est n'importe quoi. Elle peut sentir Anakin, la présence d'Anakin qui est venu passer 3 jours pour enterrer sa mère. Mais c'est pas grave, sa présence elle est restée là, tu sais, à vie. Elle sent pas Padmé par contre. Ah non, bah non. Ni Shmi, hein. Ni Shmi. Shmi qui a vécu 10 ans, hein, quand même sur la ferme. Qui est enterrée juste à côté, là derrière. Elle a juste à côté. Ouais. Non, elle a pas senti les âmes en peine de Beru et Owen qui ont été carrément. C'était l'occasion d'en mettre une petite couche, de pouvoir nous placer. Puisque c'est un lieu si important pour les Skywalker. Peut-être que d'autres membres de Skywalker auraient peut-être pu se manifester, enfin, ou elle aurait peut-être pu sentir autre chose. T'as pas la force, t'es de la merde. C'est et alors vraiment, ouais, la dernière page. Donc c'est tac tac tac. Elle n'aurait pas pu résister à l'empereur si ce n'était pas à cause de la bonté et la force de ses amis, la générosité des Jedi qui étaient venus avant elle. Oui, ils sont généreux, ils sont servis de toi, ils t'ont jeté comme un Kleenex, connasse. Et Ben, se souvint-elle? Ah oui, pardon, il y a Ben aussi. Comment il s'appelle déjà? Ah ouais, ma moitié. Oh là là, l'être le plus important dans ta vie. Ah, et Ben aussi. Je tiens à dire d'ailleurs, parce que ça aussi c'est un truc qu'on nous apprend, que Palpatine, lui, il a très bien le concept de la dyade, parce que apparemment c'est le ressort fondamental des Sith, hein, puisque du coup la relation maître-apprenti, ça devient une dyade. Bon, le fait est, ils essayent c'est une dyade, mais c'est pas la dyade in the Force là normalement. Et donc Palpatine, son rêve secret, c'était de faire une dyade avec Anakin. Oh. De même que Darth Plagueis avait voulu en faire une avec lui. Oh, dis donc, c'est des coquinous. Bah en fait, ils utilisent le mot dyade comme ils utilisaient le mot force bond jusqu'à présent, c'est-à-dire que tu as souvent un force bond entre le maître et l'apprenti. Yoda en avait un avec le comte Dooku, tu vois. Mais la dyade, c'est le next level hein, quand même. Hein. C'est un truc qui est rarissime. Hein. À part Bastila et Revan, on n'a quasiment pas d'exemple. Dire qu'en mettant ça, ils sont également en train d'enlever le côté romantique de la dyade entre le fait d'avoir fait cet ajout. C'est aussi une autre façon de dire non, fuck la romance. Vous voulez faire un couple. Ouais, fuck la romance. Exactement. Et il n'y a rien de romantique dans ce livre, à part certains moments, la façon dont Kylo perçoit Rey. Le bisou, écoute, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour le rendre non romantique, alors que c'est un bisou sur les lèvres. Enfin voilà, c'est tout ce qui a pu... toute la romance Reylo qui a pu être évacuée, ça a été fait de façon consciencieuse. Hein, Même mon chat est d'accord. Hein, c'est de la merde. Ouais, on est d'accord. Donc, si vous espériez un peu plus de contenu Reylo pour vous remonter le moral, vous réchauffer le cœur, faire votre deuil de Ben, non, ne lisez pas ce livre. Vous allez dans le même état que nous, c'est-à-dire envie de le balancer par la fenêtre, quoi. Le truc, fuck le confinement. Vraiment. Ouais. C'est vraiment une purge, quoi. Ce livre, c'était pas un bon plan, moi, j'en garde pas de bons souvenirs. Non approuvé. D'autres explications foireuses. Oui, il y en avait, tu sais, quand ils justifient le fait que les Orbacs, ils peuvent courir, là, j'aime bien.
C'est comme ça, Oui. les Zorbacs dans l'espace. Ah bah c'est bon les Zorbacs, il y a la gravité, il y a l'atmosphère, on peut les envoyer. Pareil parce qu'ils ont vu comment tout le monde, ils se sont tous fait défoncer sur l'autre qui soulève son X-wing qui a pas volé depuis 6 ans, qui a été dépecé sur Arto. Bah c'est pas grave, ils ont récupéré tout ce qu'ils ont pu du taille de Kylo qu'elle a cramé là, elle a fait un méchoui et elle a rafistolé en 5.5. Je rappelle que tout se passe sur 16 heures standard, hein, et elle l'a rafistolé en 5.5. Son X-Wing, elle a fait du câblage et tout pour pouvoir repartir et couvrir des distances de ouf qui demandent normalement plusieurs jours sur les hyper-routes spatiales. Hein. Ah bah, puis si tu t'inquiètes de savoir comment Kylo il a récupéré un TIE Fighter pour aller la rejoindre sur Exegol, pas de problème, il allait dans le garage de l'Étoile de la Mort, il y en avait, et puis il se souvient bien de la route, parce que lui il a plus de Wayfinder. Mais il a retrouvé Out. Ouais. Non mais. Et on en sait plus aussi sur le chimpanzé qui répare le ça c'est important le chimpanzé. Parce qu'on sait pourquoi il répare son casque. C'est super important ça. Là, on aurait dû l'avoir dans le film. C'est un alchimiste Sith. C'est le dernier à connaître cette technique pas de métallurgie, d'alchimie Sith qui utilise un métal encore plus précieux que celui de Mandalore. Ah bah dis donc, on est drôlement content de l'apprendre, hein. Ah bah ouais. Et Kylo, il est en admiration devant la technique du mec et de sa concentration. Et non, Pierre, c'est surtout, mais si vous vous demandiez pourquoi il remet son masque et pourquoi il le fait avec les Chevaliers de Rennes, c'est parce que la seule raison pour laquelle il a un masque, c'est parce que c'est le leader des Chevaliers de Rennes. Sinon, il peut plus diriger son club. C'est pour redevenir le chef de sa bande de bikers, là. On avait bien vu dans la BD qu'ils avaient tous des masques, mais à aucun moment il a été stipulé qu'il fallait qu'il porte un masque pour devenir le leader. D'ailleurs, il l'équipe pas avec un masque quand ils lui font son relooking makeover Pretty Woman. Non. Il est pas avec un masque. Bon, et quand il s'agenouille devant lui à la fin de la BD, il a pas son masque. Non. Et quand il a fracassé le masque... on rappelle que dans le dernier Jedi, il lui dit quand même, t'es juste un gamin dans un masque, ce masque te sert à rien, enlève ce truc ridicule. C'est lui qui l'a envoyé devenir le leader des Chevaliers de Rennes. Il le dit dans le 7, c'est dans J.J. Abrams, le célèbre, le très important leader des Chevaliers de Rennes. Là, il est en train de lui dire que ça sert à rien son masque qui fait que c'est le leader des Chevaliers de Rennes. Soit c'est un masque qui lui sert pour être leader des Chevaliers de Rennes, et à ce moment-là, alors ça veut dire que quand il balance dans le 8, ça, il veut plus être le leader des Chevaliers de Rennes, ça veut dire quoi ça? Et du coup, là, il a besoin d'aller refaire son masque, parce que sinon, la bande à Bozo, là, il va pas le suivre. Non, les Motley Crue, ils le suivront pas en concert. Non, t'as pas ton masque, on peut pas te suivre. En plus, pour Ben, il est d'une connerie, parce que... Ah oui, il est là, ah chouette, c'est mes copains, ils vont venir m'aider. Mais il aurait dû se douter qu'il l'aiderait pas, puisqu'il avait plus son masque à ce moment-là. Ton masque, c'est juste en pull, ils vont pas venir t'aider. Oh, le moment pathétique. Donc là, en plus, il est persuadé qu'il est copain avec eux. Ah non, c'est horrible. Et il réalise que non, en fait, ils ont été les créatures de l'empereur tout du long. Bah oui. Rien n'a été à toi, mon gars, en même temps. Même pas toi. Bah pareil. Comme Ray. Il n'y a rien qu'à eux. Donc le masque, il y avait une raison très très logique de le remettre. Ça aurait été bien de nous l'expliquer. Au lieu de faire la blague de merde quand il arrive en réunion, je vous sens perturbé par ma nouvelle apparence. Genre Kylo, ça l'intéresse, tu vois, ils s'en foutent. Bref. Non mais ça c'est à cause du Kylox, c'est parce qu'il voyait bien que Ox il avait la trique quand il a fait arriver avec son masque. Il avait je te sens perturbé par mon nouveau look. Je sais que tu as envie de te mettre derrière moi, de me faire un shampoing, de me couper les cheveux, de me faire un petit massage des épaules parce que tu me sens tendue. Je suis très tendue. Ah bon, vous aurez compris que le livre est aussi stupide que le film. Tout est idiot, tout est débile, profondément débile. Mais ils sont même arrivés à créer de la débilité là où il n'y en avait pas. C'est ça. C'est vrai que ça rend pas les trucs qui étaient cons dans le film moins bêtes. Mais ça rajoute des choses débiles. Parce que ça recrée d'autres problèmes. Donc, oui, c'est le ça. Problème de la temporalité, bon, admettons, allez hop. Mais le problème, par exemple, du masque, pour moi, c'est un vrai problème quand même. Hein.
Même l'idée du sabre de Luke, parce qu'il ne me semble pas que même dans le film, à part le côté j'essaierai de me montrer digne de l'avoir, ils n'ont pas tellement insisté sur le sabre de Luke. C'est pas sans arrêt dit, c'est le sabre de Luke. D'ailleurs, elle est finalement jamais digne du sabre de Luke, parce que finalement, elle a droit au sabre rose de Leia. Il faut que Leia ait un sabre rose. C'est normal. C'est dommage qu'ils aient pas fait la lame rose, toi, depuis le temps que tu voulais avoir un... Ah, sabre rose, moi j'aurais bien aimé que Leia ait un sabre Non, tu rose. vois. Alors, elle était avec son petit sabre rose, avec son petit sabre bleu, puis c'était la dyade qui est pas une dyade romantique. Ils auraient été là contre Palpatouche, là. Palpatoche, Palpoche, pour les intimes. Non, en fait, tout était fait pour remettre le focus sur les personnages de l'ancienne trilogie, et en particulier les jumeaux. Il n'y en avait que pour les jumeaux. Donc, ça va pas du tout dans les thèmes précédents. Enfin, c'est complètement con. Voilà, c'était complètement con et ça le restera. Heureusement qu'il y a la fanfiction, hein, parce que... Bah voilà, mais bon, comme on est quand même très sympa, on va quand même essayer de lire la version junior et se remarrer sur une bonne tranche quand ils vont nous la ressortir. Ça... Ça se trouve, elle sera moins stupide que la version... Encore une fois, faut voir avec quoi ils travaillent. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas nous faire un chef-d'œuvre avec... Enfin, ça aurait été quand même un sacré... Alors, je dis, on va donner un exemple, si justement, la revanche des Sith, qui est quand même pas... qui est pas bon, hein. Bon. Et qui est quand même meilleur que le 9, hein. Oui, qui est quand même meilleur que le 9, oui, hein, ça certainement. Puis qui est meilleur que le 2, si tu vas par là, mais bon. Mais, voilà. Mais le bouquin est très bien. Ouais. Là, le point de vue d'Anakin, il est chouette. Il y a tout un passage où il pense au dragon et tout. Enfin, la novélisation de l'épisode 3 est vraiment bien. Elle est vraiment bien. C'était beaucoup plus ambitieux que ce qui nous a été proposé là, qui restera les pâquerettes avec des grands moments what the fuck. Là, des moments de porno accidentels. Oui, vraiment accidentels. Hein. On n'est pas avec Ryan Johnson. Là, voilà. Et c'est clair. On a bien aimé qu'il nous en colle à d'autres moments, mais non, il n'y en a pas. Ah non, il n'y a aucune sensualité. Il n'y a aucun symbolisme, il n'y a aucune profondeur. Voilà, c'est ça, il n'y a aucune profondeur. Là où il y en avait quand même dans l'épisode 7, mais je vais finir par me dire qu'il faut l'attribuer à Kasdan, hein, la profondeur qui était dans l'épisode 7. Ah bah oui, de toute façon, tu vois tout de suite la différence entre le scénario de l'épisode 7 et le scénario de l'épisode 9. Hein. Bon, on n'a pas eu la chance de le lire, on n'a pas forcément envie non plus. Par contre, on constatera que le scénario du dernier Jedi, il reste sous coffre, hein, lui. Hein. Il n'est jamais sorti. Non, il y a des gens qui ont accès parce qu'il y a un endroit où tu peux y avoir accès et tu n'es pas censé le prendre en photo. Il y en a vu, il y a quelques trucs qui sont sortis à un moment, mais il faut faire une demande particulière pour arriver à lire le scénario. C'est un petit peu, on a l'impression que c'est gardé comme au Vatican, si tu veux. Ouais, c'est ça. Les textes sacrés, les textes sacrés. On vous recommande les novélisations du 8. Ah oui, les deux. Junior, et elles se complètent en plus parce qu'elles n'amènent pas les mêmes éléments. Elles sont vraiment... Et puis Jason Fry, alors je ne sais pas ce que ça vaut en traduit en français, mais il a quand même une plume qui est plus sympa, hein, qui est plus mature quand même. Donc ouais, ça avait fait un plaisir. On recommande pas les novélisations, mais les fanfictions du coup qui font la suite. Alors... que ce soit les versions alternatives. On a déjà parlé, on avait l'Appel de la Lumière. De Moongrim. Il y a Posted by Gaslight qui a fait une suite aussi. Oui, alors en ce qui me concerne, si je dois choisir une version canon de l'épisode 9, c'est You'll Be the One to Turn de Posted by Gaslight. En anglais. Qui est Relo, qui n'a pas été traduite encore. Et il y a tous les éléments. Voilà, et elle est top. Il n'y a pas de gros méchant en plus, hein. Le vrai méchant, c'est Hux et la machine militaire, et ça fonctionne très bien. Et il y a du Relo, et il y a la symbolique, et il y a la Belle et la Bête, et il y a la mort de Leia, et il y a la révolte des Stormtroopers, et c'est amené de façon complètement fluide, et c'est c'est vraiment dans la lignée des deux premiers films. Et puis, donc en ce qui me concerne, Cosmogonica aussi qui avait fait une suite aussi, il me semble. Alors elle avait fait un truc parallèle, Song of Innocence, Song of Wisdom. C'est pas tout à fait une suite. Je crois que c'est parallèle, ça diverge à partir de l'épisode 8, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est très bien aussi, c'est très sympa aussi. Et voilà. Donc si on peut faire notre marché, moi l'épisode 9 aux oubliettes, hein, et pour moi c'est ça
C'est ça la fin de la Donc, saga. plutôt que d'aller en librairie, ben, allez sur Archive of Our Own ou Wattpad ou tous les... Fanfiction.net, hein, voilà. Et allez voir les autres versions parce qu'elles sont beaucoup plus cohérentes et beaucoup Mieux mieux. écrite, mieux Et écrite. le porno n'est pas accidentel, lui. Non, pas du tout. Putain. Et on vous laisse là-dessus, du coup, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ben, on vous laisse là-dessus sur notre semaine 2 de confinement. Ça vous fera encore 2 épisodes cette semaine. Ouais. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour probablement 2 épisodes aussi. On verra comment ça va sortir. En tout cas, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ne lisez pas cette purge, sauf si vraiment vous avez besoin d'une purge, pour des raisons médicales, mais sinon... C'est un suppo et au lit. C'est ça. Une novélisation et au lit. Au secours. Bon, bah, en tout cas, à bientôt. À très bientôt.